Salam alaikum khawti, j'espère que vous allez bien. Donc, prochain cours, les fonctions et les procédures. Ça. Alors, on commence par quelques définitions. Un sous-algorithme, alors, les fonctions et les procédures. يطلق عليها عدة أسماء منها un sous-algorithme, une action paramétrée, un module, وكاين حتى اللي يقولها sous-programme. هذو التسميات كامل ça tourne autour de deux choses, les fonctions et les procédures. D'accord? Ça. Alors, quand on dit un sous-algorithme, نقصد بها soit fonction ou procédure. Ça. Alors, un sous-algorithme est une partie de l'algorithme réalisant une certaine tâche. يعني عبارة عن جزء من الالغوريثم تاعكم يقوم بمهمة ما. Écrite une seule fois, donc هذا le sous-algorithme مكتوب مرة واحدة, d'accord, écrit une seule fois, mais peut être appelé plusieurs fois. Donc يكتب مرة واحدة ولكن يمكن مناداته عدة مرات. Alors pourquoi appeler le sous-algorithme يا جماعة? Pour réaliser sa tâche, bien sûr, pour faire son travail, d'accord? Ça. Donc je peux appeler le sous-algorithme plusieurs fois en jouant uniquement sur les paramètres d'appel. En bas, vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire les paramètres d'appel. Alors, نعطيكم un exemple pratique dans la vie quotidienne. Ça. Je suis dans ma maison, j'ai besoin de fabriquer une armoire. راكم معايا؟ حبيت نخدم خزانة. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler une personne qui peut s'occuper de et faire ça. D'accord? Qui peut s'occuper de ça. اللي هو le menuisier bien sûr. Alors, je vais appeler le menuisier. Je vais lui dire, tiens, je veux que tu me fabriques une armoire de longueur, par exemple 2 mètres, de profondeur, par exemple 50 cm, ainsi de suite, ainsi de suite. Je donne le type de bois si c'est possible, la couleur du bois, ainsi de suite. Donc, نعطيه un certain nombre de données, d'accord? C'est à lui de faire le travail. Mais, bien sûr, ce n'est pas que moi qui peux l'appeler. Le même menuisier peut être appelé par une autre personne. Donc, comme une autre personne qui vient, il va appeler le même menuisier, il va lui dire non, Anna, j'ai besoin d'un canapé, donc de longueur 2 mètres, de largeur 70, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, يعيط لهذاك المنويزي يعطي له de nouveaux données, يعطي له معطيات جديدة أو معطيات أخرى. Est-ce que فهمتوني? Et le menuisier va faire son travail, il va préparer le canapé. Est-ce que فهمتوني? Donc, هذا المنويزي هذايا il joue le rôle d'un sous-algorithme. Donc, il a subi une certaine formation, donc تبع تعليم أو توجيه أو تكوين مهني خلاه يولي منويزي. Et à partir de cette formation هذه من بعد n'importe quelle personne qui a besoin de ses services, il peut appeler le menuisier هذايا. Il n'a qu'à lui donner les données nécessaires. واضح؟ صح. Alors هذا المنويزي, on peut l'appeler plusieurs fois par mois, par mon voisin, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? هذه هي. صح. Alors, un sous-algorithme peut être soit une fonction ou une procédure, comme on a dit précédemment. Maintenant, un sous-algorithme peut être appelé par l'algorithme principal. يعني l'algorithme va appeler le sous-algorithme. يعني داخل l'algorithme تاعكم, je peux l'appeler la fonction ou la procédure. صح. Qui peut aussi appeler le sous-algorithme? صح. Il peut être appelé par un autre sous-algorithme. يعني يقدر un autre sous-algorithme, il peut appeler le premier sous-algorithme. D'accord? Qui se trouve bien sûr plus bas. Et il peut être appelé par lui-même. ينجم حتى يعيط لنفسه. Ce qu'on appelle la récursivité. Alors, عندكم fonction récursive ou alors procédure récursive. واضح? Donc, qui peut appeler le sous-algorithme? Soit l'algorithme, soit un autre sous-algorithme, ou alors il peut être appelé par lui-même. يعني يعيط لنفسه. صح. Alors, deuxième remarque, le sous-algorithme peut admettre ou non des arguments, يعني les paramètres. Donc, le sous-algorithme يقدر يكونوا فيه les paramètres كما ينجم يكون sans paramètres. Et dernier point qu'on peut citer هنايا, c'est que le sous-algorithme, il peut retourner ou non une seule valeur. Alors, faites attention. Soit il ne retourne aucun résultat, aucune valeur, ou alors il retourne, mais dans ce cas, il doit retourner une seule valeur. Alors faites attention à ça. Alors tout ça, on va le voir par détail par la suite. Alors, je vais donner maintenant la forme générale d'un algorithme
lorsqu'on va utiliser des sous-algorithmes. Alors, vous avez au début algorithme. Ensuite, je donne un nom pour l'algorithme. Si vous avez des constantes, vous les déclarez à ce niveau. Juste après ça, si vous avez de nouveaux types, vous allez les déclarer à ce niveau. Et là, par exemple, vous pouvez définir les types structures, par exemple. Ensuite, vous allez déclarer les variables de l'algorithme. D'accord? On va appeler ça les variables globales. Donc, ce sont les variables de l'algorithme. Et voici l'emplacement des sous-algorithmes. Donc, les sous-algorithmes, ils se trouvent, ou alors on doit les écrire entre, ou là juste après, les variables de l'algorithme et juste avant le début de l'algorithme. Donc, faites attention, je définis les sous-algorithmes Tawana, que ce soit des fonctions ou des procédures, entre les variables de l'algorithme et le début de l'algorithme. Et donc, juste après ça, vous avez le début de l'algorithme. Vous avez ensuite les instructions de l'algorithme plus les appels aux fonctions et aux procédures. Donc, à ce niveau, vous pouvez appeler à toutes les fonctions et les procédures qui ont été déjà définies à ce niveau. D'accord? Et on termine par fin de l'algorithme. D'accord? Donc, voici la forme générale d'un algorithme. Et essayez de bien vous concentrer sur l'emplacement de la définition des sous-algorithmes, donc que ce soit fonction ou procédure. Je répète, donc la définition des sous-algorithmes se trouve entre les variables de l'algorithme et le début de l'algorithme. Et ensuite, dans le corps de l'algorithme, je peux faire appel à ces fonctions et procédures. Prochain point maintenant, on va commencer par les fonctions et on va les laisser les procédures par la suite. Alors, pour les fonctions, voici la forme générale d'une fonction. Alors, une fonction, presque, elle ressemble beaucoup à la forme d'un algorithme. Elle possède une en-tête. Dans l'en-tête, vous mettez le mot-clé fonction. Ensuite, vous allez donner un nom pour la fonction. Ensuite, entre parenthèses, vous allez mettre les paramètres. On appelle ça les paramètres formels de la fonction. Alors, paramètre formel numéro 1, 2 points avec son type, virgule, paramètre formel 2 avec son type, etc. jusqu'à le dernier paramètre formel avec son type. Donc, chaque paramètre formel avec son type. Bien sûr, pour le paramètre, ce n'est qu'une variable, bien sûr. D'accord? Donc, entre parenthèses, vous mettez la liste des paramètres formels. Ce ne sont que des variables avec leur type. Et ensuite, vous mettez 2 points. Et juste après ça, vous mettez type. Alors, concernant les paramètres formels de la fonction, souvenez-vous, dans le cas d'une fonction, les paramètres formels représentent des données uniquement. Alors, faites attention à ça. Je répète, les paramètres formels d'une fonction sont des données seulement. Et bien sûr, le type hadak désigne le type du résultat de la fonction. Donc, si la fonction calcule la somme, c'est clair que le résultat va être la somme. Donc, dans ce cas, le type du résultat, c'est le type de la somme. D'accord? Ça peut être soit entier, soit réel. C'est clair? Ça. Ensuite, juste après ça, vous avez la déclaration des variables locales. Donc, à ce niveau, je déclare toutes les variables de la fonction. On appelle ça les variables locales. Ensuite, vous avez le début. Vous avez les instructions de la fonction. Donc, toutes les instructions de la fonction qui permettent de réaliser une certaine tâche. Et parmi les instructions de la fonction, vous devez avoir une instruction spéciale qu'on appelle l'instruction de retour. Parce que la fonction, elle retourne un résultat. On appelle la fonction pour faire un certain travail. Ensuite, elle va nous renvoyer le résultat. Donc, parmi les instructions, vous devez avoir une instruction de retour qui s'écrit retourner entre parenthèses la variable qui représente le résultat et vous terminez par fin. Maintenant, pour les appels à la fonction, donc on a parmi les instructions de la fonction, il faut que la fonction incluse une instruction de retour qui permet de retourner le résultat calculé par la fonction. Bon, par la suite, on va voir comment on peut appeler la fonction. Vous avez 3 types d'appels à la fonction. 3 types d'appels. Avant de parler des 3 types d'appels, sachez qu'il y a 2 types de fonctions. Il y a des fonctions prédéfinies, il y a des fonctions non prédéfinies. Qu'est-ce que ça veut dire des fonctions prédéfinies? Alors, les fonctions prédéfinies sont des fonctions qui existent déjà, qui sont déjà implémentées. Donc, vous n'avez qu'à les utiliser à travers les appels.
Donc vous pouvez juste vous pouvez directement les appeler sans les écrire. راكم معايا هنا؟ parce que ce sont des fonctions déjà écrites واجدين حاضرين. d'accord؟ ما عليكم الا تعيطوا لهم او تناديوهم باش يقوموا بالعمل تاعهم. واضح؟ صح. par exemple comme la fonction cosinus, donc les fonctions mathématiques en général. La fonction cosinus, cos. La fonction sinus, sin. La fonction logarithme népérien, exponentielle, racine carrée, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez également d'autres types de fonctions. Par exemple, alors fonction par exemple qui permet de changer la lettre, le caractère alphabétique minuscule يرجعوا minuscule. Une fonction par exemple comme la taille de la chaîne. هادوما اسمهم des fonctions prédéfinies, il existe déjà, donc vous n'avez qu'à les appeler. Et il y a d'autres types de fonctions, ce sont nos fonctions qu'on écrit nous-mêmes, ensuite on va les appeler. Les fonctions existent déjà, donc il faut les écrire, نكتبوا كامل la définition تاعهم, comme j'ai déjà expliqué auparavant, d'accord? Donc on écrit toute la définition des fonctions, هكذا. Donc je définis toute la fonction, ensuite je vais l'appeler. Alors, comment je peux appeler une fonction? On a trois types d'appels. Premier type d'appel, alors vous avez un identificateur, qui est identificateur, donc c'est le nom d'une certaine variable par exemple, qui va recevoir nom de la fonction avec la liste des paramètres. Mais cette fois-ci, je vous montre, les paramètres sont des paramètres effectifs et non pas des paramètres formels comme j'ai dit auparavant. Donc, dans le cas de la définition des fonctions, on appelle les paramètres effectifs. Et dans le cas de l'appel à la fonction, on utilise des paramètres effectifs. Yani des paramètres qui ont une certaine valeur. Par contre, dans le cas de la définition de la fonction, alors les paramètres qui se trouvent entre parenthèses sont des paramètres formels qui n'ont pas de valeur. Est-ce que vous comprenez? Par contre, lorsque j'appelle la fonction, alors j'utilise des paramètres effectifs qui ont une valeur. يعني لديهم قيمة. واضح? Donc, le premier cas d'appel, vous mettez le nom de la variable, reçoit, nom de la fonction TACOM, et entre parenthèses, vous mettez la liste des paramètres effectifs sans mettre le type. Ne mettez pas le type lorsque vous faites l'appel à la fonction. Maintenant, un exemple. Alors, vous avez ici, l'identificateur, c'est la variable y, reçoit cos de x. Maintenant, c'est quoi cos? C'est la fonction mathématique cosinus qui donne le cosinus d'une valeur réelle. Ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Avec cette instruction, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait appel à la fonction prédéfinie qui s'appelle cos et en donnant comme paramètre effectif la valeur de x, donc la fonction cos a la قيمة x, ou la fonction cos, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle va me retourner le cosinus de x, يعني قيمة cosinus de x. Alors, قيمة cosinus de x, donc la valeur retournée par la fonction cosinus de x, elle va être sauvegardée dans la variable y. Donc, c'est le premier type d'appel. Vous avez une variable qui contient le résultat de l'appel à une fonction. Deuxième type d'appel, IDF reçoit expression entre parenthèses de fonction. يعني عبارة تحتوي une fonction ou plusieurs fonctions. Et bien sûr, lorsque je parle d'expression, vous avez deux types d'expressions. Il y a l'expression booléenne, dont sa valeur c'est vrai ou faux. Il y a également l'expression numérique, dont la valeur elle est soit entière ou réelle. Alors, je donne deux exemples. Premier exemple, c'est l'exemple d'une expression arithmétique. Donc, la valeur elle est numérique. Remarquez. Alors, Z, c'est l'identificateur de la variable, va recevoir, شوفوا معايا هنا, une combinaison de fonctions. يعني مجموعة تاع fonctions داخل عبارة. Remarquez معنا. Alors, SQRT, c'est la fonction de la racine carrée تاع الجذر التربيعي. Donc, هذه SQRT تعطيكم الجذر التربيعي. Entre parenthèses, c'est SQRT de quoi? De SQR et non pas SQRT, de X plus SQR de Y. هذا SQR, c'est quoi? SQR, c'est une fonction qui donne le carré d'un nombre réel. Le carré d'un nombre réel. يعني مربع عدد حقيقي. واضح? Et donc, au total, si je résume tout ça, Z, c'est la racine carrée de la somme des carrés de X et Y. وهذه كما تعرفوها هذه bien sûr, هذا c'est la distance entre plutôt هنايا c'est la longueur
de, de la plus longue droite dans un rectangle droit. يعني في مثل قائم طول الوتر. واضح؟ إنه طول الوتر. صح. Deuxième exemple هنايا. Oui, avant de parler du deuxième exemple, donc dans le premier cas, comment les calculs vont se faire? C'est clair qu'il va calculer x au carré, ensuite il va calculer y au carré, il va faire la somme des deux, ensuite le total, et il va appliquer la racine carrée sur le total. Et le résultat va être copié dans Z. Dans le deuxième exemple, vous avez une expression booléenne dans laquelle j'utilise l'instruction si. Et comme vous le savez que l'instruction si, juste après les si, vous avez une condition qui n'est rien d'autre qu'une expression booléenne qui peut prendre soit vrai ou alors faux. Donc là, je veux savoir, est-ce que cosinus de x égale à cosinus de y? Et en faisant ça, j'ai fait deux appels à la fonction cosinus. J'ai fait deux appels à la fonction cosinus. La première fois pour qu'elle me calcule le cosinus de x et la deuxième fois pour qu'elle me calcule le cosinus de y. Je compare, est-ce que les deux sont identiques? Alors, s'ils sont égaux, je vais faire un certain traitement. Voilà. Donc, remarquez qu'il y a l'utilisation de plusieurs fonctions dans une expression booléenne. Et troisième cas, bien sûr, comme la fonction elle peut retourner un résultat, alors je peux directement afficher le résultat de l'appel à la fonction. Donc, écrire, en parenthèse, expression de fonction. يعني نقدر نافيشي مباشرة نتيجة مناداة les fonctions تاعنا. Exemple, صح, شوفوا معايا مليح. Supposons que vous avez une fonction qui s'appelle somme. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, la fonction somme, elle va calculer la somme de tous les éléments d'un vecteur. La somme de tous les éléments d'un vecteur. Alors, شوفوا معايا l'exemple تاعي. J'écris هنايا écrire, donc c'est une instruction d'affichage. Je vais afficher quoi? Alors, je vais afficher somme T1n plus somme T2m. Alors, comme la fonction somme, comme j'ai dit, elle calcule la somme des éléments d'un vecteur, dans le premier appel, elle va calculer la somme des éléments du vecteur T1 qui possède la taille n. Je vais avoir un résultat. Et pour le deuxième appel, j'appelle la fonction encore somme pour qu'elle me calcule la somme des éléments de T2 qui possède la taille m. Alors, le résultat des deux appels aux deux fonctions, je vais faire la somme des deux et je vais afficher le résultat. Dans le cas de la fonction, je peux afficher directement le résultat de l'appel aux fonctions. Voilà. Ça. Maintenant, prochain point. Maintenant, je vais illustrer la fonction, le travail de la fonction, à travers un petit exercice. Et voici l'énoncé. Première question, écrire une fonction qui renvoie le nombre de diviseurs d'un nombre entier n supérieur à 0. Donc, nous avons une fonction qui renvoie, renvoie ou alors retourne, la même chose, renvoie le nombre de diviseurs d'un nombre entier n supérieur à 0. Donc, نسحقوا هذه la fonction تبعث لنا عدد قواسم عدد صحيح n أكبر تماما من صفر وبالتالي يكون عدد طبيعي أكيد. صح. Deuxième question, écrire un algorithme qui lie un nombre x strictement positif, donc نقراو عدد x موجب تماما. D'accord? On va supposer qu'il est entier bien sûr. Puis affiche son nombre de diviseurs, يعني نافيشي عدد قواسمه. Ainsi que si le nombre x est premier ou non. Est-ce que العدد x راهو أولي أو لا? Donc je répète dans l'algorithme, qu'est-ce qu'on va faire exactement? On va lire un nombre entier x strictement positif. Ensuite, on va afficher son nombre de diviseurs ainsi que si le nombre x, est-ce qu'il est premier ou non? Est-ce que أولي أو لا? Bien sûr, ces deux choses, c'est-à-dire l'affichage du nombre de diviseurs ainsi que s'il est premier ou pas, on va les réaliser à travers ou alors en se basant sur la fonction qu'on a écrite dans la première question. Donc ici, c'est clair que c'est un algorithme qui comporte à l'intérieur une fonction. Et voici la solution. Alors au début, je vais appeler mon algorithme premier. Et je déclare mes variables. Alors concernant l'algorithme Tana, bien sûr, vous avez tout d'abord besoin de la donnée, c'est-à-dire le nombre x. Et je vais utiliser une deuxième variable y qui va contenir le nombre de diviseurs de x. Voilà. Ça. Maintenant, je commence par la fonction. Remarquez bien. Alors, fonction, je vais l'appeler nombre diviseur, donc عدد القواسم.
et je laisse la parenthèse des paramètres formels vide. Je préfère les mettre à la fin. واضح؟ صح. Alors, je laisse les paramètres vides. Ensuite, je mets 2 points, le type de résultat. Bien sûr, c'est quoi le nombre de diviseurs? C'est عدد القواسم. C'est clair que c'est un nombre entier. Donc, le type de résultat va être certainement entier. Ensuite, je déclare les variables dont j'aurai besoin dans la fonction tana. Je vais laisser ça aussi vide. Par la suite, je vais vous montrer comment détecter les paramètres formels et les variables locales. Donc, les paramètres formels, ce sont les variables qui se trouvent entre parenthèses. Et les variables locales sont les variables qui sont déclarées comme dans la partie variable. Début. Alors, pour compter, on a la fonction tana, elle va nous compter le nombre de diviseurs d'un nombre entier n. Donc, on va se baser sur un nombre entier n. On va essayer de calculer le nombre de ces diviseurs. Alors, pour se faciliter la tâche, je vais créer une solution simple qui n'est pas certainement optimale. Ça. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que les diviseurs d'un nombre entier n, quelle que soit sa valeur, bien sûr strictement positif, la plus petite valeur c'est 1 et la plus grande valeur c'est n. Donc, certainement, les diviseurs du nombre n sont entre 1 et n. Et comment savoir quels sont les diviseurs? Alors, les diviseurs de n, c'est n'importe quelle valeur qui divise n. Et comment écrire la condition? Alors, vous mettez n mod i égale 0. Tel que i, c'est la variable qu'on va utiliser pour chercher les diviseurs de n. Et voici la solution. Donc, vous cherchez le nombre de diviseurs, ce n'est rien d'autre qu'un compteur. Alors, je commence par initialiser le compteur à 0, le nombre de diviseurs à 0. J'utilise la boucle pour i de 1 jusqu'à n. Donc, comme j'ai dit, donc, le i hada va parcourir toutes les valeurs qui peuvent diviser n. C'est entre 1 et n. Et à chaque fois, je teste la condition. Est-ce que n mod i égale 0? Si c'est le cas, alors vous allez incrémenter le compteur. Donc, à chaque fois que vous allez trouver que n mod i égale à 0, vous allez incrémenter le compteur parce que vous venez de trouver un diviseur. Vous fermez la boucle et donc j'ai terminé de trouver le résultat. Et rappelez-vous, dans la définition de la fonction, j'ai dit que parmi les instructions de la fonction, vous devez avoir une instruction de retour qui permet de retourner le résultat. C'est l'instruction retourner. Alors vous mettez retourner cpt et c'est le résultat calculé par notre fonction et vous mettez fin. À présent, concernant les variables locales et les paramètres formels. Alors, si vous voyez le corps de la fonction, vous savez qu'il y a 3 variables. Vous avez le cpt, i et n. Alors, quelles sont les variables qui doivent être des paramètres formels et quelles sont les variables qui doivent être des variables locales? شوفوا مليح. Alors, rappelez-vous, lorsque j'ai parlé de la fonction, j'ai dit que les paramètres de la fonction sont uniquement des données. Sont uniquement des données. واضح? Sont uniquement des données. Il ne peut pas être autre chose. Il y a une caractéristique très importante concernant les données. Alors, les données, c'est une valeur qui vient à l'extérieur de la fonction et généralement, elle ne change pas à l'intérieur de la fonction. Alors, parmi les variables qui se trouvent à l'intérieur de la fonction, quelles sont les variables qui ne changent pas de valeur? Est-ce que CPT ne change pas de valeur? Non. CPT peut changer de valeur puisque vous faites à chaque fois CPT soit CPT plus 1. Est-ce que le i ne change pas de valeur? Non, puisque le i prend les valeurs de 1 jusqu'à n. Alors, quelle est la variable qui ne change pas de valeur? Il n'y a qu'une seule variable qui ne change pas de valeur, c'est la variable n. Donc, c'est la variable n qui va être considérée comme donnée de la fonction. Et donc, c'est un paramètre, c'est le seul paramètre formel de la fonction. Et le reste des variables cpt et i vont être déclarées comme variables locales à la fonction. Et je vais avoir la fonction, la voici. D'accord? Ça. J'ai terminé d'écrire la fonction. Maintenant, je passe à l'algorithme. Alors, souvenez-vous seulement que notre fonction, pour l'appeler, il suffit de donner la valeur de n. Ensuite, la fonction, elle va vous donner le nombre de diviseurs de n. D'accord? Alors, je passe maintenant au corps de début. Alors, première chose. Maintenant, dans l'algorithme, il demande premièrement de lire une valeur x strictement positive. Alors, je vais commencer par lire x. Répéter dans les x supérieur à 0, lire x jusqu'à x supérieur à 0. Ensuite, il me demande d'afficher le nombre de diviseurs de x.
Ensuite, indiquer si le nombre x est premier ou non. Est-ce que أولي ou là. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser ma fonction que j'ai déjà définie auparavant, la fonction nombre diviseur. Ça. Alors, vous avez deux écritures possibles. Première écriture. Vous pouvez faire ça. Alors, j'appelle la fonction nombre diviseur en lui mettant comme paramètre effectif, la variable x. Est-ce que x possède une valeur? Oui, parce que j'ai déjà lu la valeur de x auparavant. Donc, remarquez, lorsque j'appelle la fonction, je donne un paramètre effectif qui possède une certaine valeur. Ça. Ensuite, la fonction تاعنا, elle va récupérer dans la variable n, elle va récupérer la valeur de x. يعني تاخذ قيمة x تاعنا. Elle va calculer le nombre de diviseurs de n, qui n'est rien d'autre que le nombre de diviseurs de x. Elle va nous renvoyer le résultat. Alors, le résultat, on va le stocker dans y. Donc, y, qu'est-ce qu'il va contenir? Il va contenir le nombre de diviseurs de x. Et je peux directement afficher le nombre de diviseurs. Donc, écrire x admet y diviseur. Maintenant, pour savoir est-ce que le x est un nombre premier ou non, alors il faut se baser sur la définition des nombres premiers. On sait qu'un nombre premier, c'est un nombre qui possède exactement deux diviseurs. Donc, s'il possède deux diviseurs, c'est un nombre premier. S'il ne possède pas deux diviseurs, ce n'est pas un nombre premier. Et puisque vous avez déjà calculé le nombre de diviseurs, c'est y, donc il suffit de tester juste la valeur de y par rapport à 2. Donc, si y égale à 2, vous allez afficher x est premier. Et si y n'est pas égal à 2, vous allez afficher que x n'est pas premier. Donc, voici la première écriture. Je passe à la deuxième écriture. Je vous montre bien. Qu'est-ce que je vais faire? Dans la deuxième écriture, j'ai préféré ne pas utiliser une deuxième variable y. Alors, j'ai préféré afficher directement le nombre de diviseurs à travers l'appel à la fonction. Je vous montre. Alors, j'ai remplacé cet affichage, écrire x admet y diviseur par l'affichage x admet. Ensuite, au lieu de y, j'ai mis l'appel à la fonction nombre diviseur en mettant comme paramètre effectif x. Ensuite, diviseur. Donc, avec cet affichage, remarquez, il va afficher x admet. Ensuite, lorsqu'il voit l'appel à la fonction nombre diviseur, il va faire son calcul, il va le nombre de diviseurs de x. Ensuite, il va afficher le résultat de l'appel à la fonction. Et ensuite, suivi du mot diviseur. Ça. Et de la même manière, je peux savoir est-ce que le nombre x est premier ou non en faisant l'appel dans la condition. Alors, au lieu de dire si y égale à 2, si nombre de diviseurs de x égale à 2, alors écrire x est premier, sinon écrire x n'est pas premier. Alors, d'après vous, quelle est la meilleure solution? Alors, chaque solution, elle possède l'inconvénient et l'avantage. Ça. Quel est l'avantage de la première solution? Alors, l'avantage de la première... quel est l'inconvénient de la première solution? Alors, l'inconvénient de la première solution, c'est que j'utilise une deuxième variable. C'est la variable y. Par contre, dans la deuxième solution, j'utilise seulement la variable x. Donc, côté espace mémoire, vous avez la première solution, elle utilise deux variables x, y, et la deuxième solution utilise une seule variable qui s'appelle x. Maintenant, quel est l'avantage de la première solution et qui est en même temps l'inconvénient de la deuxième solution? Dans la deuxième solution, alors j'ai fait appel à la fonction deux fois. Imaginez. Alors, j'ai fait appel à la fonction deux fois pour qu'elle me calcule le nombre de diviseurs du même nombre x. C'est comme si j'ai fait l'appel deux fois, alors qu'il me suffisait de faire l'appel une seule fois, comme on a vu dans la première solution. Par contre, la première solution, remarquez que j'ai fait l'appel à la fonction nombre diviseur avec x comme paramètre une seule fois. Donc, je peux dire que la différence entre la première solution et la deuxième solution, c'est que la première solution, elle utilise deux variables, donc c'est un inconvénient. Par contre, la deuxième solution utilise une seule variable. Mais dans la première solution, j'ai fait un seul appel à la fonction. Mais dans la deuxième solution, j'ai fait deux appels à la fonction. Alors, pour comparer quelle est la meilleure solution, pour moi, par rapport à moi, la meilleure solution, c'est la première solution. Parce que généralement, lorsque vous déclarez une variable simple en plus, ça n'influe pas beaucoup sur la mémoire. Donc, c'est rien de déclarer une deuxième variable de type entier.
Mais ce qui influe sur la solution fortement, c'est les appels. Les appels, ils prennent un temps d'exécution supérieur, donc plus de temps d'exécution, ce qui va va prendre beaucoup de temps dans l'exécution. Alors on préfère optimiser le temps d'exécution par rapport à l'espace mémoire dans ces deux solutions, parce que tout simplement, côté espace mémoire, on ne va pas perdre grand-chose si j'utilise une deuxième variable y, mais c'est possible que je perde beaucoup de temps si j'utilise un deuxième appel à la fonction, surtout si le nombre x est un grand nombre. D'accord? Et voici donc les deux solutions. J'espère que c'était clair. Ça. À présent, je vais simuler le fonctionnement de la solution précédente. Alors, à gauche de l'image, vous avez l'algorithme. À droite, vous avez la fonction. Et le carré qui se trouve au centre représente le contenu de la mémoire centrale en termes de variables uniquement. D'accord? Ça. Alors, au début de l'algorithme, vous avez la déclaration des deux variables x et y. Alors, là, le système va immédiatement réserver un espace mémoire pour les deux variables x et y. Ensuite, l'exécution de notre algorithme commence toujours par le début de l'algorithme. Et la première instruction qui se présente, c'est la lecture de la valeur de x, bien sûr, qui est donnée par l'utilisateur. Alors, supposons que l'utilisateur nous donne la valeur 10. Donc, je vais avoir 10 dans l'espace mémoire dédié à la variable x. À présent, on passe à la prochaine instruction. La prochaine instruction, ce n'est qu'un appel à la fonction nombre diviseur, tout en lui envoyant la valeur de x, c'est-à-dire 10, et je veux sauvegarder le résultat dans la variable y. Ça. Alors, au moment de l'appel alors j'appelle la fonction, donc là, je vais quitter l'algorithme, je vais entrer dans la fonction tana, tout en envoyant la valeur de x, yani قيمة x, qui est bien sûr 10. Alors, je vais faire appel à la fonction tana, et à ce moment, je vais entrer dans la fonction. Alors, première chose qui va être réalisée, c'est la réservation de l'espace mémoire pour chacune des variables de la fonction. Alors, vous avez le n, le i et cpt. Donc, on va réserver un espace mémoire pour chacune de ces trois variables. D'accord? Ça. Maintenant, lorsque vous avez fait l'appel en disant nombre diviseur de x, vous avez envoyé la valeur de x, yani قيمة x, c'est-à-dire 10. Vous avez envoyé la valeur de x à qui? À la variable n. Donc, qui va recevoir la valeur de x 10? C'est la variable n. C'était le paramètre formel de la fonction. Donc, à ce moment, au niveau de la mémoire, vous avez n qui va recevoir la valeur 10. Alors, d'où vient la valeur 10? Elle vient de la valeur de x qui a été transmise à la fonction. À partir de l'algorithme, bien sûr. D'accord? Ça. À présent, on va effectuer le calcul du compteur, c'est-à-dire le nombre de diviseurs, pour la valeur de n. Et souvenez-vous toujours que n contient le nombre de diviseurs de x. D'accord? J'ai dit que n contient la valeur de x, c'est-à-dire, dans notre cas, c'est 10. Ça. Donc, l'étape dans laquelle je vais calculer le compteur, en réalité, je calcule le nombre de diviseurs du nombre 10 qui est la valeur de n et aussi la valeur de x. Ça. Alors, je donne le résultat final. À la fin, vous allez obtenir it égale à 11 et cpt égale 4 pour la simple raison parce que le nombre 10 possède 4 diviseurs qui sont 1, 2, 5 et 10. Juste après ça, alors la fonction a terminé son calcul, elle va retourner le résultat. D'accord? Alors, lorsque vous avez une fonction, la fonction retourne le résultat et n'affiche pas le résultat. Faites attention. Donc, la fonction va retourner le résultat. Qu'est-ce que ça veut dire le résultat, ya jama'a? le résultat. Est-ce que vous comprenez? Alors, souvenez-vous au départ, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé la fonction. يعني عيطت la fonction ou ناديت la fonction. قلت لها حسبي لي nombre de diviseurs للعدد x. Donc, tu vas me calculer le nombre de diviseurs du nombre x. Et qu'est-ce qu'elle a fait la fonction? Elle a récupéré la valeur de x, elle a mis la valeur de x dans le paramètre formel n. Ensuite, elle a calculé le nombre de diviseurs de n. Bien sûr, c'était le même avec le nombre de diviseurs de x. Ensuite, واش دارت؟ بعد ما حسبت لنا الريزلتا يا جماعه
Donc, خدت la donnée, حسبت لنا résultat, بعثت لنا résultat à travers l'instruction retourner CPT. Et c'était la dernière instruction de la fonction. Alors, dès que la fonction retourne le résultat, toutes les variables de la fonction vont disparaître de la mémoire. Je parle de I, CPT et N. Mais bien sûr, les variables disparaissent de la mémoire tout en envoyant bien sûr le résultat. Alors le résultat que la fonction a envoyé, c'est-à-dire la valeur de CPT, elle va être stockée dans Y. Donc toujours l'instruction Y reçoit le nombre des diviseurs. Donc j'ai fait appel à la fonction, elle m'a calculé le résultat, elle m'a renvoyé le résultat. Alors j'ai mis le résultat dans la variable Y. Donc Y va contenir la valeur 4 qui n'est rien d'autre que le résultat calculé et retourné par la fonction. D'accord? Ça. À présent, vous avez les affichages. Donc, vous allez afficher ici, écrire la valeur de x, bien sûr, c'est 10. Admet, alors y c'est 4, diviseur. Donc, le nombre 10 admet 4 diviseurs, exactement. Et ensuite, vous avez les tests. Alors, est-ce que y égale à 2? Non, nombre diviseur c'est 4. Donc, certainement, je vais entrer dans le sinon et je vais afficher que x n'est pas premier. Maintenant, si j'ai mis un autre nombre à part 10, par exemple 7, alors pour le nombre 7, puisque c'est un nombre premier, alors lorsque j'appelle la fonction et j'envoie x égale à 7, bien sûr, la fonction calcule le nombre de diviseurs, elle va trouver uniquement 2. Et dans ce cas, y va recevoir 2. Et dans ce cas, bien sûr, je vais avoir le premier affichage, c'est-à-dire x est premier, parce que tout simplement, y égale à 2. Alors, je passe maintenant aux procédures. Voici la forme générale d'une procédure, يعني الشكل العام تاع procédure. Alors, vous avez procédure, je vais donner un nom pour la procédure et presque comme la fonction, vous avez entre parenthèses la liste des paramètres formels, chaque paramètre avec son type. Mais la différence, c'est qu'à la fin, vous n'avez pas le type de résultat, vous avez directement point virgule. D'accord? Ça. Et comme différence par rapport à la fonction, alors les paramètres d'une procédure peuvent être des données et des résultats. Peuvent être des données et des résultats. Mais dans le cas de la fonction, les paramètres formels ne sont que des données. Alors faites attention, mettre bien fonction et procédure. Rappelez-vous toujours que les paramètres d'une fonction sont des données. Par contre, les paramètres d'une procédure sont des données et des résultats. Alors, je passe juste après ça, vous avez la déclaration des variables locales, exactement comme les fonctions. Ensuite, vous avez début. Et ensuite, vous avez les instructions de la procédure. Et vous avez fin. Remarquez que vous n'avez pas l'instruction de retour, il y a un retour de résultat, dans le cas des procédures. Ça. Maintenant, comment appeler une procédure? Contrairement à la fonction, elle possède 3 modes d'appel. La procédure, elle ne possède qu'un seul mode d'appel. يعني عندكم طريقة واحدة فقط اللي تنجموا تعيطوا بها la procédure. والطريقة, voici la syntaxe تاعها. Alors vous mettez le nom de la procédure. Donc remarquez, ما كاين ni affichage, ni affectation, ni rien. Directement le nom de la procédure et entre parenthèses, vous mettez la liste des paramètres effectifs. Point virgule. Donc هذه هي la syntaxe de l'appel à la procédure. Je donne quelques exemples. Alors premier exemple, je vais essayer d'utiliser plusieurs exemples pour balayer tous les types de cas dans lesquels je peux utiliser une procédure. Par exemple, la première procédure, elle s'appelle affichage matrice. D'après son nom, donc c'est une procédure qui sert pour afficher les éléments d'une matrice. Remarquez les paramètres paramètres effectifs. Donc, vous avez A, le nom de la matrice, N, c'est le nombre de lignes, et M, c'est le nombre de colonnes. Donc, c'est une procédure qui affiche les éléments d'une matrice. Ça. Deuxième exemple, par exemple, je veux écrire une procédure qui permet de lire les éléments d'un vecteur. Alors, je vais appeler la procédure lecture-vecteur. Elle possède 2 paramètres effectifs. Alors, le vecteur V ainsi que la taille, le nombre d'éléments N. D'accord? Donc, cette procédure, elle permet de lire les éléments d'un vecteur ou alors remplir le vecteur. Troisième exemple. Alors, là, vous avez un exemple d'une procédure qui permet de calculer 2 choses ou alors 2 résultats. Le maximum et le minimum à partir d'un vecteur V. Donc, la procédure s'appelle max-min. Comme paramètre, vous avez le vecteur V, la taille N, premier résultat max, deuxième résultat min. Et
Quatrième exemple, une procédure qui permet de modifier un vecteur. Par exemple, dans l'énoncé, on dit écrire une procédure qui permet d'ajouter 1 à tous les éléments de rang pair et de soustraire 1 à tous les éléments de rang impair d'un vecteur V. Maintenant, les éléments qui se trouvent dans une position paire, on va leur rajouter 1. Et les éléments qui se trouvent dans une position impaire, on va leur soustraire la valeur 1. Donc, hadi, certainement, c'est une procédure. D'accord? Maintenant, pour bien comprendre les procédures, je dois donner bien sûr un exercice. Alors, voici l'exercice. Écrire une procédure qui permute, تبادل entre les valeurs de deux entiers. Donc, vous avez deux nombres entiers, vous voulez permuter leur valeur. تبادلوا بين قيمتيهما. Alors, deuxième question, on veut écrire maintenant un algorithme qui va lire deux nombres entiers. On va appeler le premier NB1, le deuxième NB2. Puis, elle va utiliser la procédure précédente pour réaliser la permutation entre NB1 et NB2. Puis, afficher les valeurs de ces deux derniers. Donc, dans l'algorithme, vous avez deux nombres entiers NB1 et NB2. C'est clair qu'on va commencer par les lire. Ensuite, je vais faire la permutation de entre NB1 et NB2 en utilisant la procédure. Ça veut dire en appelant la procédure que j'ai déjà écrite dans la première question. Et ensuite, juste après avoir réalisé la permutation, j'affiche les valeurs de NB1 et NB2. Donc, c'est un exercice très simple normalement. Alors, je vais présenter deux solutions pour l'exercice 2. Alors, première solution, c'est une solution fausse, tandis que la deuxième, c'est une solution correcte. Pourquoi je présente les deux? Justement, parce que tu vois le faire entre les deux solutions et vous ne commettez, et sur la base de ça, vous n'allez pas commettre des erreurs plus tard. D'accord? Alors, je commence par la première solution. Je vais mettre un petit titre et passage de paramètres par valeur. Bon, après, je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire passage de paramètres et qu'est-ce que ça veut dire par valeur. Alors, voici la solution. Donc, algorithme exercice 2. Je déclare les variables de l'algorithme. Vous n'avez que deux variables, NB1 et NB2, puisque je cherche à faire la permutation entre ces deux variables. Et ensuite, je vais écrire la procédure. Alors, comme j'ai fait avec la fonction, je vais laisser les paramètres formels plus tard. Donc, je vais laisser les parenthèses vides. Et la même chose avec les variables locales, je vais les déclarer par la suite. Alors, je vais écrire maintenant le corps de la procédure. Alors, dans le cadre de la procédure je vais réaliser la permutation entre deux variables entières. Je vais appeler la première variable N1 et la deuxième variable N2. Et il y a au moins deux méthodes qui permettent de réaliser la permutation sans utiliser une variable auxiliaire et en utilisant une variable auxiliaire. Je pense que en utilisant la variable auxiliaire, c'est plus simple. Alors, je vais utiliser une variable auxiliaire que je vais appeler X. Donc, je commence la permutation. Dans X, je vais mettre la valeur de N1. Dans N1, je vais mettre la valeur de N2. Et dans N2, je vais mettre la valeur de la variable auxiliaire X. Et je termine la procédure. Maintenant, concernant les paramètres de la procédure alors souvenez-vous que j'ai déjà dit que dans le cas des procédures, les paramètres de la procédure sont des données et des résultats. D'accord? Ce sont des données et des résultats. Maintenant, la procédure, qu'est-ce qu'elle réalise exactement? Alors, la procédure, elle reçoit deux nombres entiers, N1 et N2. Ensuite, réalise la permutation entre ces deux nombres, N1 et N2. Donc, je peux dire que la donnée, c'est N1 et N2. Et le résultat, c'est exactement les valeurs de N1 et N2 après la permutation. Donc, dans ce cas, vous avez N1 et N2 sont à la fois des données et des résultats. C'est le cas de l'exercice. D'accord? Et donc, comme paramètre de la procédure, je vais mettre N1 entier, N2 entier. Et la variable qui reste, X, qui n'est ni donnée ni résultat, donc c'est une variable auxiliaire, elle est déclarée comme variable locale. À présent, je passe à l'algorithme. Alors, début, comme l'énoncé a dit, donc vous devez avoir trois étapes dans l'algorithme. Alors, première étape, vous commencez par lire les valeurs des deux nombres NB1 et NB2. Ensuite, vous allez appeler la procédure pour réaliser la permutation entre ces deux nombres. Et à la fin, vous allez afficher les valeurs de ces deux nombres après la permutation.
D'accord? Donc, première étape, je demande à l'utilisateur d'entrer deux nombres. Je vais lire deux nombres, NB1 et NB2. Ensuite, je fais appel à la procédure par son nom. Donc, faites attention à l'appel, comment il se fait. Donc, directement, vous mettez le nom de la procédure et suivez des paramètres effectifs. Alors, je vais appeler la procédure permutation tout en lui envoyant NB1 et NB2. Et normalement, la procédure elle va faire son travail, donc elle va permuter entre les valeurs de NB1 et NB2. Et à la fin, j'affiche les valeurs de NB1 et NB2 après la permutation et la fin de l'algorithme. J'espère que c'est clair. Maintenant, je vais expliquer le déroulement ou alors je vais simuler l'exécution de l'algorithme précédent. Alors, toujours ce qui se trouve à droite, c'est à gauche, c'est l'algorithme. Ce qui se trouve à droite, c'est la procédure. Et le carré qui se trouve au milieu, c'est la représentation de la mémoire centrale en termes de variables uniquement. D'accord? Ça. Alors, comme j'ai déjà fait avec les fonctions, alors la première chose qui va être réalisée dans cet algorithme, d'accord, c'est la déclaration des variables NB1 et NB2 provoque la réservation d'espace mémoire pour chacune des deux variables. Donc, vous allez avoir un espace mémoire pour NB1 et un autre espace mémoire pour NB2. Ensuite, on commence l'exécution à partir du début de l'algorithme et non pas début de la procédure. Alors, première instruction ici, vous avez bien sûr la lecture des deux valeurs de NB1 et NB2 qui seront obtenues à partir de l'utilisateur. Alors, supposons que l'utilisateur entre la valeur 5 pour NB1 et 7 pour NB2. Souvenez-vous des valeurs. Ensuite, après ça, je vais faire appel à la procédure permutation tout en lui envoyant NB1 et NB2. Alors, remarquez, vous allez faire l'appel à la procédure qui s'appelle permutation tout en lui envoyant NB1 et NB2. Maintenant, qui va correspondre à NB1 et NB2? Je vous m'aille. Alors, le premier paramètre effectif de l'appel va correspondre au premier paramètre formel de la procédure, les N1. Donc, NB1 va correspondre à N1 et NB2 va correspondre à N2. Je vous m'aille. Alors, dans le cas, lorsque vous remarquez que dans les paramètres de la procédure, je parle des paramètres bien sûr formels, yani N1 ou N2. Si vous remarquez que les paramètres existent seulement, vous trouvez seulement le nom de la variable ainsi que son type, on dit que j'ai fait un passage de paramètres par valeur. D'accord? Souvenez-vous. Alors, si vous avez seulement les noms des variables avec leur type seulement et rien de plus, on dit que vous avez un passage de paramètres par valeur. Qu'est-ce que ça veut dire passage de paramètres par valeur? Lorsque vous avez appelé la procédure par son nom, permutation NB1, NB2, ça, vous avez transmis ou alors vous avez passé. Je vous mets le verbe passer ou alors passage. Alors, j'ai fait passer le premier paramètre NB1 par valeur. Yani, j'ai envoyé uniquement la valeur de NB1. Est-ce que vous comprenez? J'ai envoyé la valeur de NB1. Donc, j'ai fait passer le paramètre NB1 par valeur. Ou alors, j'ai passé la valeur de NB1 à qui? Au premier paramètre de la procédure, les N1. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai fait passer par valeur également la valeur du deuxième paramètre NB2 dans le deuxième paramètre les N2 de la procédure. Alors, je répète encore, si vous avez les paramètres de la procédure N1 et N2 s'écrivent uniquement avec l'identificateur et le type, on dit que vous avez un passage de paramètres par valeur. Au moment de l'appel de la procédure de permutation, j'ai envoyé la valeur de NB1, c'est-à-dire 5 dans N1, et j'ai envoyé la valeur de NB2 dans N2, les 7. Donc, avec une autre phrase, j'ai fait passer la valeur de NB1, 5 dans N1, et j'ai fait passer la valeur de NB2 dans N2. À ce moment, je vais quitter l'algorithme et je vais passer à la procédure. Alors, la première chose qui va se passer,
c'est la réservation d'espace mémoire pour chacune des trois variables, parce que vous avez N1, N2 et X. Donc, immédiatement, il y a réservation de trois variables X, N1 et N2. Ensuite, comme j'ai déjà expliqué, et puisque j'ai fait un passage de paramètres par valeur, donc la valeur de N1, NB1, elle sera stockée dans N1 et la valeur de NB2, elle sera copiée dans N2. Et on dit à ce moment que N1 et N2 sont des copies de NB1 et NB2. واضح? Des copies en termes de valeur. Yani N1 contient la valeur de NB1 et N2 contient la valeur de NB2. Ça. Maintenant, je vais entrer dans l'exécution ou alors le corps de la procédure et je vais réaliser la permutation. On a X reçoit la valeur de N1, c'est-à-dire 5. Ensuite, N1 reçoit la valeur de N2. Donc, je vais écraser l'ancienne valeur 5 par 7. Ensuite, N2 va recevoir la valeur de X, c'est-à-dire 5. Et donc, je vais écraser le 7 par 5. Et remarquez que j'ai réalisé réellement la permutation entre N1 et N2. À ce moment, j'ai terminé l'exécution de la procédure. Alors, toutes les variables de la procédure, d'ailleurs, c'est le même cas avec la fonction. Toutes les variables de la procédure ou la fonction, dès que la fonction ou la procédure termine son travail, toutes les variables vont disparaître de la mémoire. Et à ce moment, je vais revenir à mon algorithme et je passe à la prochaine instruction juste après l'appel. C'est l'affichage et j'affiche NB1 et NB2. Maintenant, vous allez remarquer que la valeur de NB1 et NB2, il va afficher NB1 égale à 5 et NB2 égale à 7. Et c'était les mêmes valeurs initiales que m'a donné l'utilisateur. Donc, l'utilisateur m'a donné 5, 7 et comme affichage, je vais avoir 5 et 7. Donc, tu remarques que c'est le même affichage. Donc, c'est comme si il n'y a pas eu une permutation entre NB1 et NB2. Maintenant, on se pose la question. Pourquoi il n'y a pas eu une permutation entre NB1 et NB2? Alors, la réponse à cette question, elle est très facile et très simple à voir. Tout simplement, la procédure, elle a fait son travail. Elle a réalisé la permutation. Mais le problème se pose à quel niveau? Alors, au moment de l'appel Ijma'a, rappelez-vous que, qu'est-ce qu'elle a fait la procédure? Elle a créé trois variables, X, N1 et N2. Alors, souvenez-vous que N1 a contenu la valeur de NB1, c'est-à-dire 5. Et N2 a contenu la valeur de NB2. Yani, N1 égale à 5 et N2 égale à 7. Et on a dit à ce moment que N1 et N2 c'était des copies, yani nusakh de NB1 et NB2. Et ce n'est pas les versions originaux, yani ce ne sont pas les variables originaux NB1 et NB2. Est-ce que c'est clair? Ça. Ensuite, la procédure, qu'est-ce qu'elle a fait? En réalité, elle a fait la permutation, mais le problème qui se pose, elle a réalisé la permutation sur les copies de NB1 et NB2 et non pas sur les variables NB1 et NB2. Normalement, c'est clair. Donc, elle a réalisé la permutation entre N1 et N2 sans toucher aux variables originaux de l'algorithme NB1 et NB2, ce qui a fait qu'à la fin, vous trouvez que NB1 et NB2 ne changent pas de valeur, tout simplement. Donc, la réponse, parce que la permutation a été réalisée sur des copies de NB1 et NB2. Alors, dans la deuxième solution, vous allez voir comment on peut corriger la solution Tana. C'est presque la même. On va juste apporter quelques modifications pour avoir la permutation exacte entre NB1 et NB2. À présent, je vais présenter la deuxième solution. Alors, solution 2, avec un petit titre, passage de paramètres par variable. Alors, souvenez-vous du premier passage, première solution, c'était le passage de paramètres par valeur. Yani, au moment de l'appel, j'envoie la valeur du paramètre effectif dans le paramètre formel. Et dans ce cas, il y a une création d'une copie du paramètre effectif. Ça. C'est bon, la deuxième solution. Alors, algorithme exercice 2, variable NB1, NB2, les variables de l'algorithme. Ensuite, la procédure TACOM, donc permutation, je laisse les paramètres par la suite. Variable, la même chose. Et j'effectue la permutation comme tout à l'heure. Et je ferme la procédure. Maintenant, concernant les paramètres, la deuxième solution, je vous montre la différence. Alors, toujours vous avez deux paramètres formels qui sont N1 et N2. Mais cette fois-ci, je vais ajouter un petit mot. Je vais ajouter le mot
var. Alors, lorsque j'ajoute le mot var, ça veut dire que la transmission des paramètres, elle s'est faite par variable. Donc, c'est une transmission de paramètres par variable. Ou alors, passage de paramètres par variable. Je vais expliquer plus tard qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça va, quelles sont les conséquences. Ça. Et toujours le x comme variable locale. Ensuite, la solution de l'algorithme ne change pas par rapport à la solution précédente. Toujours, je lis NB1, NB2. J'appelle la procédure pour faire la permutation et j'affiche NB1 et NB2. À présent, je vais expliquer donc la deuxième solution, comment le fonctionnement exactement. Alors, vous avez toujours à gauche l'algorithme, à droite vous avez la procédure et au milieu vous avez le contenu de la mémoire centrale en termes de variables. Ça. Alors, au début, vous avez déjà, dès la déclaration des deux variables de l'algorithme NB1 et NB2, il y a réservation de l'espace mémoire pour chacune des deux variables NB1 et NB2. Par la suite, on commence l'exécution de début de l'algorithme. Donc, lire, et on commence par lire les valeurs de NB1 et NB2. Alors, supposons que l'utilisateur montre les valeurs 5 et 7 respectivement. Ça. Maintenant, je fais appel à la procédure de permutation NB1 et NB2 comme paramètre effectif. Maintenant, j'appelle la procédure tout en envoyant NB1 et NB2, mais remarquez ce qui se trouve en face, au niveau de la procédure. Alors, vous avez N1 et N2 en face de NB1 et NB2, mais avec un mot en plus. C'est la différence par rapport à la première solution. Alors, le mot indiqué en plus signifie que le passage des paramètres NB1 et NB2 s'effectue par variable et non pas par valeur. C'est-à-dire, ça veut dire au moment de l'appel de la procédure, j'envoie non pas la valeur de NB1 et NB2, là, je vais envoyer les variables NB1 et NB2 et dans ce cas, c'est comme si je dis à la procédure, n'essaye pas de créer une copie de NB1 et NB2, non, tu vas travailler avec NB1 et NB2. Est-ce que c'est clair? Donc dans ce cas, N1 va être exactement la variable NB1 et N2 va correspondre exactement à la variable NB2. Et donc lorsque le système va réserver un espace mémoire, il ne va réserver un espace mémoire que pour la variable x. Par contre, N1 va être exactement NB1 et N2 c'est exactement la valeur de NB2. J'espère que c'est clair. Ça. À présent, commence la permutation. Vous avez x qui reçoit la valeur de N1. Bien sûr, N1, c'est exactement la variable NB1. Donc, je vais mettre la valeur de NB1 dans x. Ensuite, N1 reçoit N2, donc c'est-à-dire NB1 reçoit NB2. Et donc, je vais écraser l'ancienne valeur 5 par 7. Et dernière opération, N2 reçoit x, c'est-à-dire NB2 va recevoir x. Donc, je vais écraser le 7 par 5. Et donc, je vais avoir finalement NB1 égale à 7 et NB2 égale à 5. Lorsque je quitte la procédure, bien sûr, toutes les variables de la procédure disparaissent de la mémoire. La variable x va disparaître, ainsi que les deux références N1 et N2, les deux références sur les deux variables de l'algorithme NB1 et NB2 vont aussi disparaître de la mémoire. Est-ce que c'est clair? Ça. Les références N1 et N2 et non pas les variables NB1 et NB2. Donc, les variables sont des variables de l'algorithme mais restent toujours. Ça. Alors, je quitte la procédure et je vais vers la prochaine instruction qui permet d'afficher les valeurs finaux de NB1 et NB2. Et dans ce cas, vous allez remarquer qu'il affiche de nouvelles valeurs pour NB1 et NB2. On comprend qu'il y a eu une permutation entre NB1 et NB2. Et qui a réalisé la permutation? Certainement, c'était la procédure permutation. Ça. Alors, pourquoi cette solution maintenant a marché tandis que la première solution n'a pas marché? Parce que dans la première solution, vous avez créé des copies. Et donc, lorsque vous avez effectué la permutation, vous avez effectué la permutation sur les copies de NB1 et NB2. Par contre, dans la deuxième solution, vous avez travaillé directement sur les deux variables de l'algorithme NB1 et NB2 et vous avez effectué la permutation entre ces deux-là. Et donc, ce qui a permis de réaliser correctement la permutation. Alors, tout le monde معنى مليح هنايا نخصو مبدأ العمل تاع la fonction ومبدأ العمل تاع la procédure. صح. La fonction, comment elle travaille? La fonction, tout simplement, يا جماعة, vous allez lui envoyer, vous allez lui transmettre, lorsque vous faites l'appel, vous allez lui transmettre les données seulement.
تعطوا غير les données. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va calculer les résultats et elle va vous renvoyer le résultat. تقول لك هام لك الريزلtat تاعك. Donc elle va vous renvoyer le résultat. Maintenant lorsque elle va vous renvoyer le résultat, vous pouvez les affecter, vous pouvez l'affecter bien sûr calculer un seul résultat. Donc lorsqu'elle va envoyer le résultat, vous pouvez soit l'affecter dans une variable ou alors l'afficher directement. D'accord? Ou alors l'utiliser dans une expression. Ça. Maintenant, شوفوا معايا مليح. Le cas de la procédure, non, c'est pas la même chose. Alors, dans le cas de la procédure, vous allez lui donner, ou alors la transmettre, lui transmettre les données plus les variables qui représentent le résultat. تخيلوا معايا مليح. تعطوها les données ou تعطوها حتى وين تحط لكم résultat. Est-ce que فهمتوني? Donc, lorsque vous allez lui donner les données et les résultats, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va calculer les résultats, elle va les mettre dans les variables qui représentent les résultats اللي بعثوهم لها. Est-ce que واضح؟ هذا هو الفرق. Donc تبعوا معنا مليح دوكا. Je vais donner un exemple pratique maintenant. Alors, la fonction, le travail de la fonction, c'est exactement comme le travail du mini-projet. Par contre, le travail de la procédure, c'est exactement comme le travail d'un test TP. Alors, je commence par le test TP. يا جماعة شوفوا معنا مليح. Dans le cas du test de TP, يا جماعة, les étudiants se présentent dans une salle et les enseignants ou alors les surveillants vont distribuer deux choses. Ils vont distribuer le sujet et ils vont distribuer la feuille de réponse. D'accord? Donc, le sujet et la feuille de réponse. Alors, par rapport à nous, le sujet, c'est les données. Par contre, la feuille de réponse, ce sont les variables qui vont contenir le résultat. Est-ce que vous comprenez? Je répète. Je donne aux étudiants le sujet du test de TP ainsi que la feuille de réponse. Le sujet, ça représente les données et la feuille de réponse, ça représente le résultat. C'est exactement comme le cas de la procédure. Alors, lorsque j'appelle la procédure, les données plus les résultats. Qu'est-ce qu'ils vont faire les étudiants? Bien sûr, ils vont utiliser la feuille de réponse pour mettre la solution. Donc, alors, sujet, c'est la donnée. Le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est la solution de le test TP. Et où je dois mettre la solution? Sur la feuille de réponse. Est-ce que vous comprenez? Donc, la feuille de réponse, c'est la variable qui va contenir le résultat, qui n'est rien d'autre que la réponse au sujet. واضح? Ça. Autre remarque, toujours dans le test ETP, remarquez que la réponse, le résultat que va calculer la procédure, ou alors la réponse sur le test ETP, il va s'effectuer au niveau de la salle de l'examen. واضح? Au niveau de la salle de l'examen. يعني pendant l'exécution de la procédure. Alors, في وقت l'exécution de la procédure, l'étudiant ياخذ sujet, c'est la donnée, et il va mentionner le résultat, c'est-à-dire la solution du test TP sur la double feuille ou alors la feuille de réponse. واضح? Ça c'est le travail de la procédure. Par contre, شوفوا معنا مليح, la fonction لا. La fonction c'est exactement comme le mini-projet. شوفوا مليح. Je donne aux étudiants le sujet du mini-projet. Un travail qui doit se faire à la maison. واضح? Ça. Remarquez que je donne uniquement le sujet. Je ne donne pas la feuille de réponse ou là quelque chose. Donc uniquement les données, c'est-à-dire le sujet. Et les étudiants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chez eux, donc à la maison. Ils vont essayer de préparer le code source du mini-projet. واضح? Ils vont préparer les programmes nécessaires. Ça. Maintenant, lorsqu'ils vont préparer les programmes, remarquez bien, ils vont préparer les programmes chez eux. يعني عندهم. Est-ce que vous فهمتوني؟ يعني في المنزل تاعهم. Alors chez eux, ils vont préparer les programmes et ensuite ils vont les envoyer. شوفوا مليح. أنا أعطيت لهم sujet وما واش يديروا؟ يبعثوا لي أو يرجعوا لي أو يرتورنيوا لي واش؟ Le résultat. C'est quoi le résultat? C'est le code source. Soit يبعثوه par mail ou là par disquette ou là ainsi de suite, n'importe quel support. D'accord? J'espère فهمتوا الفرق. صح. باش تفهموا احسن الفرق بين fonction procédure, alors je donne un exemple comparatif entre la fonction et la procédure, et pour réaliser la permutation, je vais demander à la fonction et la procédure de faire le même travail. Donc حنا واش حابين نديروا في البروغرام في l'algorithme تاعنا هنا. Tout simplement, je veux calculer deux produits. Alors, le premier produit, c'est entre A et B. Et le deuxième produit, entre A-1 et B plus 1. واضح? Je vais calculer deux produits. Alors, je vais calculer deux produits en utilisant la fonction et la procédure. واضح? Et je veux
Alors, le produit de A fois B, je vais le mettre dans C, et le produit de A moins 1 et B plus 1, je vais le mettre dans la variable D. Là, je parle par rapport à l'algorithme. Mais par rapport à la fonction et la procédure, je vais faire un produit entre deux nombres. Ça. Et on va considérer que le premier nombre est de type réel et le deuxième nombre est de type entier. Donc, vous allez faire le produit entre un nombre réel et un nombre entier. Et c'est clair que le résultat va être un nombre réel. Ça. Alors, voici la solution. Et remarquez que l'algorithme d'analyse est divisé en trois parties. Vous avez la partie dans laquelle je déclare les variables de l'algorithme. Deuxième partie, elle contient la définition de la fonction et de la procédure qui permet de réaliser le produit entre deux nombres. Le premier réel et le deuxième entier. Et la troisième partie, c'est le corps de l'algorithme, donc qui contient toutes les instructions de l'algorithme. Ça. Alors, je commence à partir de la fonction. Qu'est-ce qu'elle va contenir? Bon, tout d'abord, je vais parler de l'algorithme. Alors, concernant l'algorithme Jama'a, vous avez deux nombres, A et B. Le premier nombre A est de type réel, par contre, le deuxième nombre B est de type entier. Et rappelez-vous qu'on veut calculer A fois B et mettre le résultat dans C, donc va être certainement réel, et calculer A moins 1 fois B plus 1 et mettre le résultat dans D, et certainement D va être réel. Maintenant, je vais parler de la fonction. Alors, si je considère la fonction Ijma'a, je vais dire, alors la fonction Tana, elle va calculer le produit entre deux nombres, le premier réel et le deuxième entier. D'accord? Ça. Alors, comme paramètre de la fonction, vous trouvez que vous avez le premier paramètre de type réel, qui s'appelle x. Le deuxième paramètre, c'est y, il est de type entier. Et puisque vous allez faire le produit entre un nombre réel et un nombre entier, alors le résultat va être de type réel. Wadah? Ça. Alors, pour moi, x et y, ce sont les données. Par contre, p représente le résultat, c'est-à-dire le produit entre x et y. Alors, dans le corps de la fonction, je calcule le résultat p. P, c'est quoi? C'est x fois y. Et ensuite, n'oubliez pas que lorsque vous êtes dans le cas de la fonction, vous devez renvoyer le résultat ou alors retourner le résultat qui n'est rien d'autre que la valeur de P. Maintenant, je passe à la procédure. Remarquez dans la procédure, les paramètres sont des données et des résultats. Alors remarquez, je reviens toujours à la fonction. Quels sont les résultats, les variables qui représentent les données? C'était x et y. Et quelles sont les variables qui représentent le résultat? C'était P. Alors remarquez que je vais supprimer P qui représentait le résultat dans le cas de la fonction et je vais l'insérer parmi les paramètres formels de la fonction. Paramètres formels de la procédure. Et dans ce cas, la procédure va contenir les données qui sont x et y et elle va contenir une variable qui représente le résultat, c'est-à-dire P. Mais remarquez que j'ai mis var P. Alors la règle, dans quel cas je dois mettre le var? Alors vous devez mettre le var devant chaque paramètre représentant un résultat. D'accord? Et dans mon cas, puisque x, y ne représentent pas des résultats, ce sont des données, le seul résultat c'est P, alors je dois mettre var devant le paramètre P. Et à l'intérieur de la procédure, remarquez que je vais calculer directement le résultat P reçoit x fois y. Voilà? Ça. Maintenant, je vais parler du corps de l'algorithme. Alors, concernant le corps de l'algorithme, normalement, il doit être composé en trois étapes. Je dois dire les données, c'est-à-dire les valeurs de A et B. Ensuite, calculer les deux résultats. Je parle de C et D. Et ensuite, afficher les valeurs des deux résultats C et D. Voilà? Ça. Alors, comme première étape, je vais demander d'entrer les valeurs de A et B. Souvenez-vous que A est de type réel, tandis que B est de type entier. Ensuite, je parle de la fonction. Alors, dans le cas de la fonction, vous allez faire l'appel comme suit. C va contenir le résultat de l'appel à la fonction produit en envoyant A, ensuite B. Remarquez lorsque je vais faire la correspondance entre les paramètres, bien sûr, comme vous n'avez pas de var ici, donc il va faire une transmission par valeur, c'est-à-dire il va envoyer la valeur de A dans X et la valeur de B dans Y. Et souvenez-vous que vous devez avoir le même nombre de paramètres dans les deux cas, dans le même ordre et le même type. Alors remarquez que A est de type réel exactement comme X, B de type entier exactement comme Y. Alors,
je vais envoyer la valeur de A dans X, la valeur de B dans Y, et à l'intérieur, je vais calculer le produit et je vais retourner le résultat. Yani, la fonction tarja'na le résultat. Alors, le résultat retourné par la fonction, je vais le mettre dans la variable C. Wadah? Ça. Ensuite, pour calculer le deuxième produit entre A-1 et B-1, je fais appel à la fonction une deuxième fois, mais cette fois-ci, je fais produit A-1, premier paramètre, et B plus 1, deuxième paramètre. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire la fonction? Elle va envoyer la valeur de A-1 dans X et la valeur de B plus 1 dans Y. Et elle va nous calculer le produit, mais cette fois-ci, c'est le produit entre A-1 et B plus 1. Et ensuite, elle va nous retourner le résultat. Alors, le résultat retourné par la fonction, il sera stocké dans la variable D. Wadah? Et par la suite, vous allez juste afficher les valeurs de C et D. Maintenant, je passe à la procédure. Alors, pour calculer le premier produit A fois B et le mettre dans C, remarquez au mleh. Alors, côté paramètres, vous avez 3 paramètres et non pas 2 comme la fonction. Parce que vous devez mettre les données, c'est-à-dire A et B, et la variable qui va contenir le résultat, liée à la variable C. Alors, si je fais la correspondance entre les variables, vous avez la valeur de A, elle sera stockée dans X, la valeur de B, elle sera stockée dans Y, la valeur de C, et pour le troisième paramètre C, je ne vais pas transmettre sa valeur, mais je vais transmettre la variable C dans la variable P. Est-ce que vous voyez? Parce que là, vous avez le mot var devant le paramètre P. Donc, on dit que la variable P, c'est exactement la variable C. Il y a la variable C. Donc, lorsque je fais P reçoit X fois Y, c'est-à-dire, c'est comme si j'ai fait C reçoit X fois Y. Et ce qui permet d'avoir le résultat directement dans la variable C. Et pour le deuxième produit, je vais avoir A-1 fois B plus 1 dans la variable D, la même chose. Alors, j'envoie les données A-1 et B plus 1 et j'envoie même la variable qui va contenir le résultat, liée à la variable D. Cette fois-ci, la valeur de A-1 sera copiée dans X, la valeur de B plus 1 copiée dans Y. Mais comme j'ai dit auparavant, pour le troisième paramètre, je vais envoyer la variable D dans P. Et donc, P va correspondre exactement à la variable D et ce n'est pas une copie de D. Wadah? Lorsque je calcule P, qui n'est rien d'autre que la variable D de l'algorithme, elle va recevoir ou alors la valeur de X fois la valeur de Y, c'est-à-dire A-1 fois B plus 1. Et je vais avoir la valeur dans la variable D. Et par la suite, j'affiche C et D. Alors, comme j'ai dit auparavant, la différence entre la fonction et la procédure Ijma'a, c'est que dans la fonction, vous allez envoyer uniquement les données et vous allez recevoir les résultats. Et vous pouvez soit les affecter dans une variable ou alors les afficher. Je répète, quand la fonction, vous allez envoyer les données, elle va vous renvoyer le résultat. Alors, faites attention, un seul résultat et le résultat, soit vous allez le copier dans une variable par affectation, comme j'ai fait avec C et D, ou alors vous allez l'afficher directement. Et dans le cas de la procédure, non. Vous allez envoyer les données plus la variable qui va contenir le résultat. Et sans oublier que la variable qui va représenter le résultat, vous devez mettre une transmission par variable. Donc, dans la définition des paramètres, devant le paramètre qui représente le résultat, vous devez mettre le mot var. Et la procédure Tacon, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va récupérer les données, elle va vous calculer les résultats et les mettre dans la variable qui représente le résultat que vous avez. C'est exactement la variable que vous avez envoyée. Wadah? Ça. Alors, j'espère que c'était clair. J'espère que c'était clair. Bon, maintenant, je passe à autre chose. Je vais donner maintenant les règles. Quelques règles très importantes dans le cas des procédures et des fonctions et vous allez voir qu'il y a une comparaison entre les deux. Alors tout d'abord, je commence par la fonction. La fonction doit toujours renvoyer un résultat. Elle doit renvoyer un résultat. Faites attention, elle doit retourner le résultat. Vous ne faites pas l'affichage, mais il faut retourner le résultat. Deuxième chose, alors les paramètres d'une fonction, comme on a déjà dit auparavant, représentent uniquement des données. Par contre, les paramètres d'une procédure peuvent être des données ou des résultats, ou alors les deux. D'accord? Alors, je peux dire que c'est une comparaison entre les fonctions et les procédures. Deuxième point. Maintenant, troisième point. Pardon, je m'excuse, c'est 3 normalement. Alors, dans quel cas j'utilise les fonctions? Tout simplement, j'utilise les fonctions
lorsque vous avez un seul résultat de type simple, soit de type entier, réel, caractère ou alors booléen. Qu'est-ce que ça veut dire un résultat simple? C'est un résultat qui contient une seule valeur, comme le maximum, le minimum, le nombre d'occurrences, existe ou n'existe pas. Donc c'est un résultat booléen, il y a vrai ou la faux, nombre d'éléments supérieurs à une valeur, la moyenne. Donc aucun résultat, ça entre dans le cadre d'un résultat qui contient une seule valeur. Et donc vous pouvez utiliser une fonction. Prochaine règle. Dans quel cas j'utilise la procédure? Alors j'utilise la procédure dans plusieurs cas. Voici le premier cas. Alors premier cas, lorsque je veux construire un résultat composé. Et lorsque je dis un résultat composé, je désigne l'enregistrement, vecteur ou matrice. Ça. Qu'est-ce que ça veut dire construire un résultat composé? C'est comme un exemple. Alors, il y a un exercice qui demande, à partir de deux vecteurs triés dans l'ordre croissant, de construire un troisième vecteur par fusion des deux vecteurs. يعني ديروا تداخل أو انصهار بين العناصر تاع les deux vecteurs pour obtenir un troisième vecteur. Bien sûr, la taille تاعو c'est la somme تاع les tailles des deux vecteurs, d'accord? Et les éléments doivent être triés dans l'ordre croissant. Je donne même un autre exemple. Vous avez un vecteur et vous voulez construire un deuxième vecteur qui contient les éléments pairs du premier vecteur. Alors, si on demande de construire un résultat composé, que ce soit vecteur, matrice ou alors enregistrement, vous devez utiliser une procédure, vous n'avez pas le choix. Deuxième cas, c'est lorsque vous avez deux résultats ou plus. Parce que on a dit déjà dans le cas des fonctions que la fonction renvoie un seul résultat. Alors, si vous avez plusieurs résultats, vous n'avez qu'à utiliser la procédure, mais souvenez-vous, chaque paramètre qui représente le résultat, vous devez mettre devant le mot var. Troisième cas, si on demande de faire un affichage ou une lecture d'une variable composée, par exemple, écrire un sous-algorithme qui permet d'afficher une matrice, ou alors afficher un vecteur, ou alors lire un vecteur, ou alors lire une matrice. Alors dans tous ces cas, vous devez utiliser la procédure. Et sixième, ou alors la dernière règle qui reste, dans quel cas j'utilise var? J'ai dit déjà, alors on utilise var généralement dans le cas des procédures et devant chaque paramètre qui représente le résultat. J'espère que c'était clair. Prochain point. Maintenant, on va parler des variables locales et variables globales. Ça. Alors, je présente ici un petit algorithme qui contient une petite fonction qui s'appelle f1. Alors, comme définition, une variable globale. Alors, je parle d'une variable globale, c'est une variable qui est déclarée au niveau ou alors parmi les variables de l'algorithme. C'est exactement comme les variables a et x. C'est bon? Donc, une variable globale, c'est une variable déclarée au niveau des variables de l'algorithme. Par contre, une variable locale est une variable déclarée au niveau d'une fonction ou alors une procédure, comme la variable y. D'accord? Ça. Alors, je peux dire que y c'est une variable locale à la fonction f1. Par contre, i, a et x sont des variables globales parce qu'ils sont déclarés parmi les variables de l'algorithme. Alors, quelle est la différence entre les deux? Une règle très importante, c'est que une variable globale, c'est une variable utilisée par tout le monde. N'importe qui peut utiliser une variable globale. Je m'explique. L'algorithme peut utiliser les variables globales a et x. Et même la fonction peut utiliser les variables globales a et x. Tout le monde peut utiliser les variables globales. D'accord? Par contre, une variable locale, elle n'est utilisée que par le sous-algorithme où elle est définie. Alors, vous avez la variable x, elle est déclarée au niveau de la fonction f1. Alors, le seul qui peut utiliser la variable y, c'est la fonction f1. Même l'algorithme n'a pas le droit d'utiliser la variable y de la fonction parce que c'est une variable locale. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on dit variable locale, يعني variable متغير محلي خاص بلا fonction أو la procédure فقط الوحيد اللي يمكن نستخدمها. أما كي نهضر على variable globale يعني متغير كيفاش نقولوا جماعي أو نقولوا متغير جماعي يعني الناس كامل ممكن يستخدموه. Alors tous l'algorithme et tous les fonctions et les procédures. J'espère que c'est clair. Maintenant, on va dérouler le petit algorithme que j'ai présenté. Et comme j'ai dit auparavant, on a la première instruction qui va s'exécuter, c'est la première instruction de l'algorithme. Vous avez A reçoit 10. Donc, dans le tableau TI, je vais mettre A 10. A va recevoir la valeur 10.
Ensuite, je passe à la prochaine instruction. Alors, la prochaine instruction, vous avez un appel à la fonction f1, auquel je vais envoyer la valeur de a. Alors, lorsque je vais envoyer la valeur de a, elle sera stockée où? Elle sera stockée dans la variable b. Donc, b va contenir la même valeur que a, c'est-à-dire 10. Voilà. Ensuite, je vais entrer dans le corps de la fonction et je vais effectuer cette action. X reçoit b fois 2. Alors, remarquez que x c'est une variable globale, c'est une variable de l'algorithme. Mais remarquez que je suis dans la fonction et je peux utiliser la variable globale x. Donc ça, c'est possible. Alors, si je fais x reçoit b fois 2, donc b c'était 10 fois 2, ça fait 20. Je vais mettre le résultat dans x et donc je vais obtenir dans x la valeur 20. C'est bon? Prochaine instruction, vous avez y qui reçoit b fois x. Alors, b c'était 10 fois x c'est 20, ça fait 200. Donc, y va recevoir la valeur 200. Et dernière instruction, c'est le retour du résultat de la fonction. Alors, la fonction va nous retourner le résultat, c'est-à-dire 200. Et le résultat, bien sûr, il sera stocké ou alors copié dans la variable a de l'algorithme. Et à ce moment, a, bien sûr, va devenir 200. Voilà. Et à la fin, j'affiche la valeur de x. La valeur de x, c'est 20. Donc, il va m'afficher x égale à 20. Alors, remarquez, une petite remarque, que si vous voyez le corps de l'algorithme, vous avez trois instructions, A reçoit 10, A reçoit F1 de A et l'affichage de X. Remarquez qu'avant l'affichage de X, je n'ai pas modifié X à l'intérieur de l'algorithme. Mais quand même, j'ai pu avoir la valeur 20 dans l'affichage. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque j'ai fait l'appel à la fonction F1, la fonction F1, elle a modifié la valeur de X à travers l'instruction X reçoit B fois 2. J'espère que c'est clair. Ça. Alors, dernière remarque, je vais les présenter à travers trois exemples. Alors, suivez bien, qu'est-ce que je vais présenter? Vous avez trois algorithmes qui s'écrivent presque de la même manière. Alors, je commence par le premier algorithme. Alors, si vous voyez bien ici, vous allez remarquer qu'il y a deux variables qui s'appellent x. La première variable, elle est déclarée dans l'algorithme, donc c'est une variable globale. Et la deuxième variable x, elle est déclarée comme variable locale à la procédure PPP. Alors, comme une petite remarque, vous remarquez que la procédure PPP n'admet pas de paramètres. Bien sûr, on peut avoir ce cas. Ça, c'est clair? Donc, pour l'instant, remarquez, vous avez deux x, le x global et le x local à la procédure PPP. Ça. Alors, je commence l'exécution. Alors, si vous commencez l'exécution de l'algorithme DACOM, on commence à partir de x reçoit 2. Mais on parle de quel x? Puisque vous êtes au niveau de l'algorithme, donc je vais considérer le x global, la variable x globale de l'algorithme. Elle va recevoir 2. D'accord? J'affiche le premier affichage, numéro 1. Il va m'afficher x égale à 2. Là, je parle du x global de l'algorithme. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je passe à l'appel à la procédure PPP. Alors, lorsque je fais appel à la procédure PPP, ici, vous avez l'instruction x reçoit 4. Mais on parle de quel x? Puisque vous avez un x qui est déclaré comme variable locale, alors la priorité, c'est d'utiliser la variable x locale à la procédure. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous avez deux x. Vous avez le x global de l'algorithme et vous avez le x local de la procédure. Bien sûr, la procédure peut utiliser les deux. Elle peut utiliser le x global et le x local. Mais dans le cas du corps, lorsque j'entre dans la procédure et vous avez le choix, la procédure choisit d'utiliser le x local et non pas le x global. Maintenant, le x global reste toujours à 2, tandis que le x local va prendre la valeur 4. Alors, si j'affiche il va m'afficher dans le deuxième affichage la valeur du x local, c'est-à-dire 4. Et je sors de la procédure. Lorsque je sors de la procédure vous allez remarquer que le x global n'a pas changé. Donc, dans le troisième affichage, vous allez avoir exactement x égale 2 parce que le x global est toujours égal à 2. Je passe maintenant au deuxième cas. Vous avez ce deuxième cas. Alors, si je compare par rapport à la première solution, vous allez remarquer qu'il y a une petite différence. Elle réside au niveau des variables. Alors, remarquez que j'ai supprimé le x local de la procédure, je l'ai supprimé. Dans la solution TANA, vous avez un seul x maintenant, c'est le x global. D'accord? Alors, je commence l'exécution. Vous avez au départ x reçoit 2. On parle de quel x? Le x global, bien sûr, va recevoir 2. Ensuite, juste après ça, vous avez l'affichage.
il va m'afficher comme premier affichage x égale à 2. Donc c'est exactement la valeur du x global. Ensuite, vous allez appeler la procédure PPP. Je vais entrer dans la procédure PPP, mais comme je n'ai pas déclaré un x local, il va travailler avec le x global de l'algorithme. D'accord? Et il va mettre dans le x global la valeur 4. Il va écraser l'ancienne valeur 2 par la nouvelle valeur 4. Et lorsqu'il va afficher, certainement, il va afficher le x global. Donc, il va afficher x égale à 4. Je sors de la procédure et n'oubliez pas que le xn, il est égal à 4. D'accord? Et lorsque j'affiche, troisième affichage, il va m'afficher certainement x égale à 4. Pourquoi il a changé? Tout simplement parce que la procédure, elle a modifié la valeur du x global. Et donc, vous allez avoir cet affichage. D'accord? Le troisième cas maintenant, remarquez que maintenant j'ai inversé. J'ai gardé le x local de la procédure et j'ai supprimé le x global de l'algorithme. Qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Est-ce que ça va donner 2, 2, 2 ou alors 2, 4, 4 ou alors 2, 4, 2, ainsi de suite? Et ça n'affiche rien, mais affiché walou. Pourquoi? Cet algorithme n'affiche rien pour la simple raison parce qu'il y a une erreur syntaxique au niveau de l'algorithme. Il y a une erreur, l'algorithme ne marche pas lorsque vous allez le traduire sous forme d'un programme. Quelle est l'erreur? Remarquez l'instruction هذه. Vous avez x reçoit 2. X reçoit 2. La variable x reçoit 2. Est-ce que l'algorithme peut utiliser le x local? La réponse non. Parce que l'algorithme ne peut utiliser que les variables globales. D'accord? Alors la variable x locale de la procédure, le seul qui peut l'utiliser, c'est la procédure PPP. Mais l'algorithme ne peut pas l'utiliser. Alors, dans l'algorithme, vous voyez x reçoit 2, mais vous n'avez pas déclaré de variable qui s'appelle x parmi les variables de l'algorithme. C'est une erreur syntaxique et vous allez avoir le compilateur qui va vous afficher le message x n'est pas déclaré. Et donc, c'est une erreur syntaxique déclenchée au moment de la compilation, donc, mais il n'affiche même pas l'exécution de l'algorithme. Et donc, vous n'avez même pas l'affichage car l'algorithme utilise une variable non déclarée. Alors, j'espère que c'était clair. Alors, il y a des questions là, n'hésitez pas à les poser. Et voici la série d'exercices qu'on va traiter pour les prochaines vidéos, Inch'Allah. Donc, au total, vous avez 4 exercices qui sont variés. Donc, ça porte sur des variables simples, matrices, chaînes de caractères et enregistrement. Que le cours, Inch'Allah, était clair. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Et on se retrouve à la prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum.